Moussa Ngoumoubène Abignon, que la paix soit avec vous et avec tous ceux qui ont fait le choix d'écouter cette vidéo en direct que j'ai tout aussi improvisée que celle de tout à l'heure, où je rendais hommage à l'illustre Kodo Sitoni qui nous a quittés hier 21 décembre après une opération au centre d'urgence de Yaoundé, au centre des urgences de Yaoundé, Kodo Sitoni, qui est l'une des figures les plus emblématiques de la musique camerounaise du XXe siècle et puis justement qui a enjambé le XXIe, ayant apporté à notre patrimoine musical à la fois son nectar, à la fois sa jeunesse, à la fois son âme et puis son style comme ça, tout en nuances, inspiré de l'afrobeat, inspiré du makossa, inspiré du merengue et surtout plongeant dans le tréfonds du patrimoine écan de ses ancêtres. Il nous a quittés et la Maison des Camerounais de France, que j'ai eu le privilège de cofonder, organise à partir de demain, jeudi 23 décembre jusqu'au 30 décembre, une exposition des œuvres, une exposition d'articles, une exposition de portraits et de disques en hommage à Kodo Sitoni. La Maison des Camerounais de France est située aux 8 rue Bachelet, c'est dans le 18e de Paris. L'accès, c'est le métro Château-Rouge, métro Lamarck-Lincourt et le métro Jules Geoffrin. Vous venez de 10h30 à 19h tous les jours jusqu'au 30 décembre en hommage à Kodo Sitoni. Nous allons donc organiser cet hommage-là. Mais cette vidéo, elle était destinée à deux cibles. La première, c'est celle qui concerne notre frère du Faso, Sita Sangaré, qui aurait pris position et dont on attribue une complicité
à M. Infantino concernant la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et puis deuxièmement, c'est à l'adresse de ceux qui veulent lyncher. Ceux qui veulent lyncher des Africains, ceux qui veulent lyncher des Camerounais, ceux qui veulent lyncher des personnes lucides, des personnes qui ont tout simplement, à la fois le courage, la lucidité et l'heure de dire les choses comme elles le pensent. Monsieur Sita Sangaré est un frère du Burkina Faso, le pays de Thomas Sankara, le pays de Joseph Kisserbo. Monsieur Sita Sangaré, on a vu le communiqué qui a été publié par la Fédération burkinabé de football, qui, en soutien à sa consoeur africaine du Cameroun, eh bien, a tenu à faire un certain nombre de précisions concernant Monsieur Sita Sangaré. Monsieur Sita Sangaré, lors de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football, aurait pris position pour le report de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, le pays de Samuel Eto'o, de Bapé-Lépé, de Roger Mila, de Jeanne Ekeke et de Jules Denis Onana. Monsieur Sita Sangaré, pour cela, fait l'objet d'un lynchage médiatique absolument inadmissible de la part d'un certain nombre de Camerounais et aussi de la part d'un certain nombre d'Africains. Et pour cause, M. Sita Sangaré serait le suppôt ou tout simplement en complicité avec M. Infantino. Au nom de quoi? M. Infantino est le président de la Fédération internationale de football association qui s'appelle la FIFA. Il a sa liberté, il a ses choix, il a ses positions pour lesquelles on peut être pour ou contre, d'accord ou pas. M. Sita Sangaré l'est tout aussi, un homme libre, comme ceux de la fédération marocaine et d'autres fédérations africaines, qui en toute âme et conscience peuvent juger à la fois de leur position, à la fois de la situation réelle. Il y a quelques jours, la Confédération africaine de football a relayé un communiqué, diffusé un communiqué, où elle faisait état d'un certain nombre d'observations concernant l'organisation au Cameroun, dans la terre de Bapé-Lépé, de la Coupe d'Afrique des Nations. Et dans ce communiqué, la Confédération africaine de football, tout au moins, demandait aux autorités camerounaises de faire un certain nombre de précisions concernant le stade d'Olembe et un certain nombre de précisions concernant le protocole sanitaire et médical du Covid-19, qui ne touche pas que le Cameroun, qui ne touche pas que l'Afrique, qui touche l'ensemble de la planète. Il y a eu des réponses qui ont été apportées par le gouvernement camerounais. Dans l'immédiat de ce communiqué, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation physique, M. Narcisse Mwelekoumbi, a publié, diffusé un communiqué. Mieux, il s'est rendu sur le site d'Olembe pour donner un certain nombre de précisions concernant la réception technique de ce stade. C'est ce qu'on attendait du gouvernement camerounais. On n'attend pas du gouvernement camerounais ou des Camerounais des oukases, des lynchages, une sorte de chasse aux sorcières médiatique d'Africains, de Camerounais dans le monde qui peuvent légitimement s'interroger depuis des mois, depuis des années, sur le fait que hier, au cours d'une vidéo que j'adressais à notre cher frère Samuel Eto'o, récemment élu, qu'on a félicité pour son élection à la Fédération camerounaise de football, j'ai mis sur la table ce qu'on appelle la accountability, la redevabilité. Et je rappelle aux Camerounais, à mes chers concitoyens, parce que moi je suis Camerounais, africain du Cameroun, et je suis fier de l'être comme les autres ont leur nationalité. Et en tant que Camerounais, l'Assemblée nationale, le Parlement du Cameroun en 2018, c'est-à-dire les deux chambres, la chambre haute et la chambre basse, ont voté, dont le sillage de ce qui se fait en Afrique centrale, un code de transparence et de bonne conduite dans la gestion des finances publiques dans notre sous-région, la sous-région de la CEMAC. Et c'est en juillet 2018, effectivement. C'est un train de loi, une législation en matière financière sur la transparence financière et sur le régime financier de l'État du Cameroun, entre autres. Donc, avec une directive de la CEMAC qui a des traductions donc, législatives dans un certain nombre de pays de la CEMAC, dont le Cameroun. Et dans cette disposition, il y a 5 principes. Je ne vais pas revenir sur les 4 autres. Mais un des principes, justement, de cette loi de juillet 2018 porte en matière de transparence et de bonne gestion des finances publiques sur ce qu'on appelle le contrôle et la redevabilité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte de loi. C'est-à-dire que quand il y a un projet de loi qui arrive à l'Assemblée nationale, il y a un exposé des motifs. Et dans l'exposé des motifs de cette loi, et conséquemment, dans la présentation, la communication autour de cette loi, sont revenus les 5 principes parmi lesquels celui du contrôle et de la redevabilité. Pourquoi je parle de contrôle et de redevabilité?
Parce que tout simplement, le 7 mai 2008, oui, lapsus révélateur, je parle déjà de 2018, les glissements successifs. Non, le 7 mai 2008, il y a un peu plus de 13 ans, au Hilton, un hôtel luxueux de la ville de Yaoundé, le ministre de l'époque, un des prédécesseurs de Narcisse Mouelé-Kombi, qui s'appelle Thierry Augustin Edjoua, avait dit à l'ensemble de l'opinion camerounaise et internationale que le Cameroun se projetait dans le cadre d'un programme national de développement des infrastructures sportives pour ceci, et je cite M. Augustin Edjoua ce jour-là, il s'agissait d'un moment important dans, pour le mouvement sportif camerounais et que le Cameroun allait se doter d'infrastructures à la hauteur des performances de ses athlètes. Et qui sont ces athlètes? Ces athlètes, c'est celui de Mexico, mais en 1970, c'est Joseph Bessala qui nous a rapporté notre première médaille olympique, une médaille de bronze. Ces athlètes, c'est qui? C'est Nogo Ebanga. Ces athlètes, c'est qui? Ce sont les lions indomptables du Cameroun. Ces athlètes, c'est qui? C'est Françoise Bango, double médaillée d'or du saut en longueur aux Jeux olympiques. Et Françoise Bango, comme d'autres, se sont plaints à leur époque, à la fois de l'absence d'infrastructures, à la fois de l'absence d'accompagnement, à la fois de l'absence de véritables politiques sportives qui ne seraient plus simplement des sauts de puce, des à-coups, ou tout simplement le choix que pourrait faire le président de la République de faire revenir Roger Mila, ou tout simplement le choix que pourrait faire le président de la République d'accorder des primes spéciales aux Lions indomptables, mais d'une véritable politique publique. Et ceux qui s'exercent à la formulation des politiques publiques le savent. Les politiques publiques, ce n'est pas le tâtonnement. Les politiques publiques, ce n'est pas le hasard. Les politiques publiques, ce n'est pas la oula-oula. Les politiques publiques, ce n'est pas le charlatanisme. Les politiques publiques, c'est une conception. Les politiques publiques, c'est un cadre de référence. Ce sont des axes programmatiques et puis ce sont des moyens subséquents qui sont alloués et c'est un dispositif qui est mis en place. C'est cela les politiques publiques. Et en matière de sport au Cameroun, c'est d'ailleurs pour cette raison que l'État du Cameroun, fort de cela, conscient de ce que notre pays, le Cameroun, au XXe siècle, a produit quelque chose de formidable et de magnifique pour le continent africain. Il a produit les deux meilleurs footballeurs africains du siècle, les deux ou trois, c'est-à-dire Roger Mila, Thomas Nkono et Joseph-Antoine Bell. De Thomas Nkono et Joseph-Antoine Bell qui sont les deux meilleurs gardiens africains de tous les temps. Les gardiens africains qui en ont inspiré d'autres sur le continent à travers le monde. Thomas Nkono ayant inspiré un qui est devenu un des plus grands gardiens de l'histoire, Gianluigi Buffon, qui est un Italien. Et Thomas Nkono qui est devenu un double ballon d'or africain. Double ballon d'or sur le continent, ballon d'or africain, gardien de but. En 79 avec le canon de Yaoundé et puis en 1982 à l'épopée, lors de l'épopée des Lions indomptables lors du mondial espagnol. Oui, c'est à cela que faisait référence le ministre Augustin Edjoua quand le 7 mai 2008, il a dit à l'ensemble de ses compatriotes, il a dit à l'ensemble de l'opinion internationale que le pays de Mbappé Lépé, oui, Mbappé Lépé, c'est l'Orix de Douala, en 1965, accompagné par le ministre le haut commissaire à la jeunesse et sport de l'époque, Ibrahim Bomondjoya, premier président de la Fédération camerounaise du football en 1960, eh bien, l'Orix de Douala a remporté la première Coupe d'Afrique des clubs champions avec les Mbete Isaac, et un certain nombre de figures que les plus anciens connaissent dans notre pays. Le Cameroun aussi, de ces athlètes qui ont remporté 1000 trophées, c'est qui? C'est Yerima, c'est Beb Solo, c'est Écoulé Eugène, c'est Bel Joseph Antoine avec l'Union de Douala en 1979 qui remporte pour la première fois la Coupe d'Afrique des clubs champions. Et dans ce sillage-là, le canon de Yaoundé, la même année, qui remporte la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Et le Tonnerre de Yaoundé en 1975 avait remporté face au Stade d'Abidjan la première Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Oui, le Cameroun. Et c'est ce Cameroun-là qui n'avait que deux infrastructures phares depuis 1972, c'est-à-dire depuis 50 ans, pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà les données du problème. Les données du problème ne sont pas que M. Sata Sangaré, un Burkinabé ou un Fantino ou une autre personne aurait dit que le Cameroun n'est pas prêt. Les données du problème, c'est comment, en 1972, quand Manu Dibango fait cette fameuse face B, qui est la face A de l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations, cette face B qui va devenir le révélateur de la musique camerounaise et africaine dans le monde à travers Saul Makossa, eh bien en 72, le Cameroun se projetait
pour être en mesure d'organiser tous les 10 ans la Coupe d'Afrique des Nations. Et quand il s'est agi pour le continent africain, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, de faire le bras de fer avec la FIFA, ce n'était pas simplement en faisant du populisme sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas simplement en faisant du populisme comme président de fédération. Ce n'était pas simplement en suscitant une sorte de patriotisme comme ça à l'encan ou de panafricanisme de bon aloi chez les Africains. C'était aussi quand Abdelaziz Salem, égyptien, président de la Fédération égyptienne de football en 1956, avec ses pairs sud-africains, ses pairs éthiopiens, ses pairs soudanais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que 4 pays africains qui pouvaient participer au congrès de la FIFA pour des raisons historiques et géopolitiques. C'est-à-dire l'Égypte qui avait été jetée indépendante, le Soudan qui l'était et l'Éthiopie, pays africain qui n'avait jamais été colonisé, qui n'avait jamais subi le joug de ces puissances coloniales, la France, l'Angleterre, l'Italie et les autres, sinon une brève occupation italienne, en rappelant qu'à la bataille d'Adwa en 1899, les forces de Ménélique avaient battu celles de l'Italie. Eh bien, l'Éthiopie était présente à ce congrès de la FIFA en 1956. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Africains ont mis en place la Confédération africaine de football en demandant de s'affilier à la FIFA, il y a eu une levée de boucliers, des blocages. Oui, ces Africains, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans les affaires de football? Alors que sur le continent brillaient déjà des stars africaines. À l'extérieur, dans le championnat de France, les Rachid Mekloufi, les Eugène Djoléa, les Larbi Benbarek faisaient déjà le bonheur de clubs français. Eh bien, dans ce cadre-là, dans ce sillage, dans cette mouvance, Abdelaziz Salem et ses pairs voulaient une confédération africaine de football. La FIFA s'y est opposée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que dans le cadre de cette création de la Confédération africaine de football, ils voulaient aussi leur propre compétition. Leur propre compétition allait être une Coupe d'Afrique. Monsieur Salem souhaitait qu'elle portât son nom. Les autres s'y étaient opposés en disant, OK, Monsieur Salem, nous allons créer une Coupe d'Afrique, mais ce trophée portera votre nom, mais la compétition s'appelait la Coupe d'Afrique. Et qu'est-ce que les Africains ont fait à la face du monde? L'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Soudan. Ils ont en un an, mes chers frères et sœurs africains, mes chers frères et sœurs camerounais, en un an, ils ont bâti un stade, le stade de Khartoum. Et le stade de Khartoum en 1957 a pu abriter la première Coupe d'Afrique des Nations remportée par l'Égypte. Oui, c'est cela être africain aujourd'hui. Être africain, ce n'est pas simplement faire des proclamations, des occasions, en invectivant, en disant, oui, il y a un complot contre le Cameroun, il y a un complot contre l'Afrique, que M. Infantino et donc M. Sita Sangaré sont en train de vouloir que le Cameroun n'organise pas la Coupe d'Afrique des Nations. Avec mes forces, mes modestes forces, je m'insurge contre cela. Je m'insurge contre le lynchage de M. Sangaré. Je m'insurge contre le lynchage de ceux qui veulent dire que les Camerounais, les Africains, qui ont dit qu'il n'est pas normal que le pays de Bapé Lépé, qu'il n'est pas normal que le pays de Samuel Eto'o, qu'il n'est pas normal que le pays de Roger Mila, de Joseph-Antoine Bell, de Mabouan Kessac, qu'il n'est pas normal que le pays de Joseph Bessala, qu'il n'est pas normal que le pays de Jean-Marie Emebe, qui n'est pas normal que le pays de Francis Ngannou, qui n'est pas normal que le pays de Françoise Mango, qui n'est pas normal que le pays des champions olympiques n'ait pas des infrastructures à sa hauteur. Et c'est pour cette raison que j'ai parlé de contrôle et de redevabilité tout à l'heure, sur le plan des finances publiques, sur le plan des politiques publiques, sur le plan de la transparence dans la gestion des finances publiques. D'où vient-il que le 7 mai 2008, on informe les Camerounais dans une conférence de presse où le Premier ministre Inoni Ephraim est aux côtés de son collègue du gouvernement, M. Thierry Augustin Edouard, qui dit de façon explicite que le mandat qui a été confié à la société civile et immobilière de l'AFAMBA, c'est-à-dire la société gérée par un ancien ministre et un ancien directeur général de l'ONCPP d'entreprises publiques, c'est-à-dire M. Roger Milingui. M. Roger Milingui avait trouvé des financements. Et ces financements, il les avait démarchés auprès d'une entreprise, une multinationale chinoise. Une multinationale chinoise qui est venue signer les documents contractuels de ce qu'on a appelé le Programme national de développement des infrastructures sportives au Cameroun, PNDIS. Et cela a été dans le sillage de la mise en place du document de stratégie pour la croissance et de l'emploi qui a remplacé le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, la DSRP, qui était une sorte de programme convoyé par les bailleurs de fonds internationaux dans le cadre de l'initiative PPTE pour laquelle le Cameroun avait
atteint le point d'achèvement en 2006. Et le Cameroun, fort de cela, s'est dit non, je vais concevoir par moi-même ma vision du développement, ma vision de ce train, une sorte de mode à l'époque qu'on appelait l'émergence. Parce qu'il y a eu deux modes dans cette dans ce train de concepts qui ont été élaborés à partir de Washington, c'est-à-dire c'est celui des années 80, justement, avec la libéralisation des économies africaines, avec la libéralisation financière, la privatisation, ce qu'on a appelé le consensus de Washington, et plus tard, les politiques d'émergence, effectivement, qui s'appuyaient justement sur une sorte d'emprunt dans le domaine de l'économie à un intellectuel et économiste suédois qui avait bâti justement une sorte de théorie sur la base de ce qu'on appelle l'émergence financière. C'était dans le domaine financier. Eh bien, on l'a appliqué à la question du développement. Et les pays africains ont donc commencé à élaborer des politiques dites d'émergence. Et dans ce cadre-là, le Cameroun a bâti un document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui intégrait un fort volet d'infrastructure. D'ailleurs, à cette époque-là, on a parlé de projets structurants. Et dans ce sillage-là, chers frères et sœurs camerounais, parce que vous devez connaître votre pays. Il ne s'agit pas simplement d'être hystérique parce qu'on a élu une sorte d'icône du football à la présidence de la FECAFOOT. Non, le Cameroun ne s'arrête pas à la présidence de la FECAFOOT. Le Cameroun ne s'arrête pas à une figure iconique et mondiale qui s'appelle Samuel Eto'o. Le Cameroun, c'est beaucoup plus grand que chacune et chacun d'entre nous. Et le Cameroun est comme l'Afrique, beaucoup plus grande que chacune et chacun d'entre nous. Et pour cela, il faudrait que nous connaissions notre pays, que nous soyons dans la question de la comptabilité, de la redevabilité. On nous doit des comptes. On nous doit des comptes. C'est-à-dire que quand vous avez dans un pays un ministre qui vous dit que en 2008, que le programme national de développement des infrastructures sportives dans mon pays, dans notre pays, le Cameroun, porte sur deux volets. Deux volets dont le premier a trois phases. La première phase, 2008-2011, consistait précisément en la construction du grand stade Paul Biya et la deuxième phase en la construction du grand complexe Paul Biya à Olembe. C'est le ministre Augustin Edjoua qui l'a dit en 2008. Donc, il portait la parole du gouvernement. Il portait la parole de notre pays. Il portait la parole de notre État. Il portait une parole qui devait être une parole à la fois légale parce que venant d'un gouvernement et légitime parce que, comme il a dit, les infrastructures seraient enfin à la hauteur de ce que les enfants du Cameroun ont fait sans avoir de subventions, sans avoir d'accompagnement, sans avoir d'infrastructures. Ces enfants du Cameroun que j'ai cités tout à l'heure, qui ont gagné des trophées sur le plan international, qui ont hissé le Cameroun au firmament du monde en 90 en remportant de belles victoires et en terminant quart de finaliste de la Coupe du Monde et en battant le célèbre Diogo Maradona en match d'ouverture avec un but épique et anthologique de François Omambini, goleador de son époque. Et en cette époque-là, donc en mai 2008, les différentes phases de ce PN10 étaient bien explicites. Le stade d'Olembe devait être livré en 2011. Première phase, 2008-2011. Le grand stade Paul Biya devait sortir des fonds baptismaux et être inauguré. D'autant plus que l'année d'après, sa première pierre a été posée, c'est-à-dire en 2009. Dans ce pays, dans notre pays, le Cameroun, en 2011, le stade d'Olembe devait être livré pour que les Camerounais en soient fiers. Parce que les Camerounais n'ont pas à quémander, à demander à être mendiants des infrastructures. Les Camerounais ont travaillé, fait des sacrifices pour que nous ayons des infrastructures à la hauteur du pays de Papé, à la hauteur du pays de Roger Mila, à la hauteur du pays de Théophile Abega, à la hauteur du pays de Grégoire Pida, à la hauteur du pays de Fedba Roger, à la hauteur du pays de Karam Michel, à la hauteur du pays de Manga Ongene, à la hauteur du pays des Bouéjean Daniel, à la hauteur du pays de Mbete Isaac. Le Cameroun avait tous ses moyens. Et les Camerounais n'ont pas à quémander les ressources. Les Camerounais n'ont pas à quémander les infrastructures. Les Camerounais n'ont pas à applaudir à tout vent, à être spectateurs béats comme ça d'un jeu de manipulation absolument intolérable qu'on nous sert pour mettre les autres Camerounais, d'autres Africains à l'index. Je refuse que M. Sangaré soit le bouc émissaire, soit la risée. Je refuse et je me battrai de toutes mes forces pour dire à ceux qui veulent l'entendre qu'il n'y a pas de lynchage à faire de nos frères camerounais, de nos frères africains.
qui pose des questions extrêmement simples. Comment ça se fait qu'en 2008, notre pays décide de mettre en place des infrastructures, notamment dans sa première phase du programme national de développement des infrastructures sportives, un stade, Paul Biya à Olembe. Nous devrions avoir notre stade. C'est un droit des Camerounais. Ce n'est pas la bonne volonté de M. Ngongor ou la bonne volonté de M. Moelle Koumbi ou la bonne volonté de M. Paul Biya. Ce n'est pas la bonne volonté des dirigeants. C'est un droit pour les Camerounais. C'est un droit pour notre pays. C'est un droit pour notre peuple. C'est un droit pour notre peuple. Nous n'avons pas à quémander. Nous n'avons pas à attendre les youyou et les atalakou sur Samuel Eto'o pour avoir notre stade. Nous n'avons pas à quémander la grandeur. Nous sommes grands en tant que Camerounais, personnellement et individuellement, parce que nous faisons beaucoup pour notre pays. Nous faisons beaucoup de sacrifices pour notre pays. Et qu'est-ce qu'on nous sert? Comme on sert à M. Sangaré et à d'autres, on sert du lynchage, on sert la mise en l'index, on sert justement cette façon d'être, de faire de la chasse aux sorcières, de ceux qui sont licides, de ceux qui veulent que leur pays marche, non pas sur la tête, mais sur ses deux jambes, de ceux qui ne veulent pas que leur pays soit hémiplégique, unijambiste, handicapé par une chose, c'est la perte de mémoire. Et je fais partie de ces Africains et de ces Camerounais qui ne veulent pas perdre la mémoire. Je ne veux pas perdre la mémoire. Et je serai toujours ceux parmi les Camerounais et les Africains qui rappelleront, qui feront du rappel en mémoire, qui feront toujours du rappel pour que les uns et les autres sortent à la fois de l'hystérie populiste, sortent à la fois de ce lynchage absolument ridicule et con, et surtout de cette façon d'être qui fait que les Camerounais ont des lois. Ils savent parler de la loi sur l'homosexualité. Oui, à l'entend. Il faut mettre Nganamouit au bûcher. Oui, il faut la punir. Mais pourquoi vous ne parlez pas de la loi de 2018 sur la redevabilité? Vous ne parlez pas de la loi de 2018 sur le droit à l'information citoyenne, sur cette loi qui enjoint l'État du Cameroun à informer les Camerounais de la circulaire du président de la République sur la procédure budgétaire. C'est-à-dire que sur la définition et les attributions des responsabilités de chacun. Un ministre qui décide au Cameroun d'attribuer à son copain, à son ami ou à son frère du village de l'argent, d'une subvention pour une chaîne de télévision, ça ne dit rien aux Camerounais. Les Camerounais ne s'insurgent pas pour cela. Les Camerounais ne se lèvent pas pour cela. Oui, c'est quelque chose de risible, c'est quelque chose de commode, c'est quelque chose dont on s'accommode à la fois sur les réseaux sociaux et dans l'opinion. Mais quand il s'agit de questions structurelles, quand il s'agit justement de questions où il faut interroger à la fois les pans, les évolutions et le sillage de l'histoire, eh bien non, nous ne sommes plus des Camerounais responsables et intelligents. On devient amnésique, on devient dans l'Alzheimer citoyen. Je le refuse. Je veux, en tant que Camerounais, en tant qu'Africain du Cameroun, qu'on me dise comment ça se fait que le pays de Bapélepé, le pays de Samuel Eto'o, le pays d'Abega, ait dit en 2008, je vais avoir un stade en 2011 qui s'appelle le Grand Stade Paul Biya, qui aura pour 272 milliards, celui de Douala étant intégré dans la première phase, celui de Limbé et de Bafoussam, j'aurai 4 stades en 2011, dont celui du Grand Stade Paul Biya d'Olembe. Ce stade d'une capacité de 60 000 places aura dans ses abords, tu vois, de façon attenante, 2 stades d'entraînement, un de football et un d'athlétisme. Voilà la maquette, voilà le programme, voilà l'horizon qui avait été fixé pour le Grand Stade Paul Biya en 2008, le 7 mai, par le ministre Thierry Augustin Edouard, aux côtés du Premier ministre Inoni Ephraim. Cette première phase, qui coûtait 272 milliards pour 4 infrastructures sportives, 4, 1, 2, 3, 4, Yaoundé, Douala, Limbé et Bafoussam, devait être complétée d'une deuxième phase 2011-2014. La deuxième phase consistait en quoi? Elle consistait à construire à Olembe le campus de l'Institut national de la jeunesse et des sports, un hôtel de 3-4 étoiles, et puis, surtout, et quelque chose de très important, une piscine olympique. Une piscine olympique au Cameroun, à Yaoundé, dans le suburb, c'est-à-dire la banlieue de Yaoundé à Olembe. C'était cela. Et ce programme de la deuxième phase du PN10, du premier volet, était de 110 milliards. Il consistait pour les villes qui étaient celles de Bertois, les villes qui étaient celles de Marois, les villes qui étaient celles de
Sangmelima, les villes qui étaient celles de Gaoundéré, à construire des stades de 20 000 places, des palais de sport et des piscines olympiques. C'est pas Mounde Abdelaziz Djimbam, Mounde Djimbam qui le dit, c'est bien le gouvernement dans sa feuille de route qui nous l'a indiqué. C'était la première et la deuxième phase du premier volet du programme national de développement des infrastructures sportives au Cameroun. Au Cameroun, 272 plus 110 milliards, faites le calcul, ça faisait 382 milliards de francs CFA. Nous sommes le 7 mai 2008. À l'horizon de 2014, le Cameroun devait donc disposer d'infrastructures sportives suffisantes pour accueillir, le ministre l'avait rappelé, une Coupe d'Afrique des Nations en 2016 et un certain nombre d'événements sportifs internationaux. J'ai de la mémoire et j'essaie de l'entretenir. J'ai de la mémoire parce que mon pays m'a bien formé. J'ai de la mémoire parce que le pays de Lotinsamé, le pays des Bois-Lotins, le pays de Mongobeti, le pays de Oumniobe, le pays de Thérèse Kouamoukori, première écrivaine africaine, le pays de Marie Ngomati, le pays de tous ces brillants sujets m'a formé, m'a donné les bases de ma formation. Et je veux mériter de ce pays à chaque fois. Et ces personnes dont j'ai cité le nom tout à l'heure m'ont dit qu'il ne faut pas perdre la mémoire. Ces personnes m'ont dit que le Cameroun, de Bernard Follon, qui a créé sa revue Abia, d'un nom Ewondo, lui qui était de la partie Grassfield et anglophone du Cameroun, ce pays dans lequel j'ai grandi, où j'ai fait mes premières classes d'université, d'école primaire et de secondaire, première classe d'études de journalisme, m'a appris à ne pas perdre la mémoire. Et je ne perds pas la mémoire. Et ne pas perdre la mémoire, ça signifie être aux côtés de Sangaré. Non pas parce que je suis d'accord avec Sangaré, non pas parce que je suis d'accord avec Infantino ou une autre personne, mais je ne voudrais pas que l'on dise que ce sont mes compatriotes, que ce sont mes frères africains qui lynchent les autres. Pourquoi? Parce qu'on fait des procès en lucidité à des frères africains. Parce qu'on demande à M. Sangaré de ne plus mettre ses pieds au Cameroun sous prétexte d'être lynché. Au nom de quoi? Et les mêmes personnes jamais n'écrivent, ne prennent leur plume, jamais n'utilisent leur voix haute et forte, au perché, pour dire ce que nous sommes en train de dire cet après-midi. Que le programme national de développement des infrastructures sportives, où est la comptabilité, où est la redevabilité, où est le contrôle et la redevabilité, où sont les comptes. Je m'adresse ici au président de la Chambre des comptes qui a ravi son monde, qui a suscité des applaudissements dans le cadre de la gestion du Covid en informant les Camerounais sur un certain nombre de détournements, sur un certain nombre de fautes et méfaits de gestion. J'interpelle ici cette Chambre des comptes parce que le football, j'en suis un passionné. Le sport également fait partie de la vie nationale dans tous les pays aujourd'hui. Le football est un élément géopolitique, politique ou un élément culturel ou un élément qui fait partie de la vie de ces peuples, de tous nos peuples dans le monde. Mais le football ne peut pas s'extraire des autres exigences qui sont celles de la redevabilité, des comptes qu'on rend, des comptes qu'on rend aux Camerounais. Il y a un grand Camerounais qui est décédé en 2006, qui s'appelait Eugène Djoléa. J'en ai parlé hier et j'en parle abondamment parce que le 16 novembre dernier, la Maison des Camerounais de France, Centre Camerounais dont j'ai l'honneur de la présidence, a lancé le programme de célébration de ce grand homme. Ce grand homme qui a été champion de France avec l'AS Saint-Étienne, qui a offert ses premiers trophées à l'AS Saint-Étienne et qui a permis à ce club de devenir un club mythique en France. Mais Eugène Djoléa a aussi été diplômé en droit. Eugène Djoléa a aussi été un intellectuel engagé. Et c'est lui qui a fondé le football professionnel en France et dans le monde. Parce que le ruissellement de sa révolution, à travers la fondation de l'Union nationale des footballeurs professionnels en France, le 16 novembre 1961, aux côtés de Juste Fontaine et de Jacques Bertrand, qu'il avait fait venir. Jacques Bertrand, avocat, qui était spécialisé dans la défense des droits des sportifs. Et puis, aux côtés de Juste Fontaine, qui était goléador français, meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde, meilleur buteur du championnat de France en 57, dont Djoléa a été son second, eh bien, il a transformé l'histoire du football moderne. Olivier Villepreux, journaliste au Monde, le 21 janvier 2021, lui a rendu un hommage à travers un article dans le monde.fr intitulé Comment le football est devenu un vrai métier. C'est grâce à Djoléa, oui, un Africain du Cameroun, un Africain venu du Cameroun, dans un pays, la France, où des Zemmour, des Le Pen et d'autres de la droite dite dure veulent nous parler
de l'immigration qui est une malchance pour la France. Voilà un Africain du Cameroun qui est venu changer ce que Raymond Kopa appelait le système esclavagiste. Oui, Raymond Kopa, qui était aussi une icône du football français, a dit que les footballeurs étaient des esclaves. Njoleya est venu libérer. Parce qu'à travers Eugène Njoleya, oui, les footballeurs ont commencé à avoir des contrats. Le contrat à temps, la liberté contractuelle. Ils n'étaient plus les propriétaires de leur club. Et le football n'était plus simplement une activité de loisir, est devenu un métier, grâce à un Camerounais. Mais dans le pays de Njoleya, en 1987, oui, puisqu'il avait apporté cela à la France, à l'Europe, puisque le ruissellement de ce qu'il avait fait a touché immédiatement l'Angleterre, l'Écosse, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, eh bien, Eugène Njoleya, en 1987, a monté un tournoi, le tournoi Seafoot, en invitant 4 clubs français, Reims, Laval, entre autres, et puis 4 clubs camerounais, la Dynamo de Douala, le Canon de Yaoundé, le Tonnerre de Yaoundé et l'Union de Douala, pour affronter ces 4 clubs français. Les Camerounais ont rivalisé. Aucun club camerounais n'a été battu, sauf en finale la Dynamo au tir au but par les Français. Njoleya voulait faire la démonstration de ce que son pays était compétitif. Le pays, justement, dont M. Edouard a parlé des athlètes qui avaient accompli des hauts faits dans l'histoire du sport moderne, sans avoir les infrastructures idoines et appropriées. Eh bien, en 87, au foot, sur les stades, il a sorti un symposium de réflexion sur le système de football professionnel au Cameroun en 1987. Et Njoleya était déjà dans le sillage justement de la structuration du football puisqu'il avait été directeur technique national. En 1984, il avait fortement contribué à la campagne des l'Indomptable, la campagne victorieuse pour la première Coupe d'Afrique des Nations des Lions 84. Et c'est grâce à lui justement que Claude Leroy a été recruté pour prendre la tête des Lions Indomptables. Eugène Njoleya. Pourquoi j'évoque cette figure? Parce qu'en 1987, le Cameroun aurait déjà pu avoir un championnat de football professionnel. Mais qu'est-il advenu du projet Njoleya? Il a été combattu, il a été honni, il a été laminé, il a été mis à l'index, il a été pourchassé. Eugène Njoleya n'a pas pu implémenter. Il en est mort amer. Et c'est pour cette raison que tout à l'heure, quand je vous parlais de garder et entretenir la mémoire, je m'en fais défenseur, je m'en fais pro-chevalier pour que des figures comme celle-là ne disparaissent pas, pour que des figures comme celle-là ne disparaissent plus, pour qu'on ne perde pas la mémoire et que quelques années après, quand on ose interroger, quand on ose poser le problème, quand on ose débattre, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on vous mette à l'index. C'est qu'on vous dise que vous êtes contre votre pays. C'est qu'on vous dise qu'il y a un complot contre le Cameroun. C'est qu'on vous dise que vous voulez déstabiliser votre pays. On déstabilise son cordon ombilical. On déstabilise sa prunelle. Non. C'est qu'on n'a rien compris en le disant. On n'a rien compris quand on ne peut pas demander des comptes à ses dirigeants. On n'a rien compris quand on ne peut pas utiliser les instruments légaux, législatifs, c'est-à-dire une loi comme celle de 2018 pour utiliser le principe du contrôle de la redevabilité pour demander ce qu'il est advenu de ces programmes. Parce que je rappelle tout à l'heure, en exorde, donc dans le début de mon propos, j'ai parlé du programme national de développement des infrastructures sportives dans ces 2 volets et j'ai énoncé, éclairé, détaillé la première et la deuxième phase qui aurait fait de notre stade d'Olembe ce beau joyau dont nous sommes fiers. Effectivement, un joyau qui ne serait pas un gouffre à milliards. Un joyau qui ne serait pas une sorte de rallonge perpétuelle comme ça, à la fois dans la chronique sportive, économique, politique et culturelle dans notre pays, où on dit que la dernière phase, c'est un prêt de 55 milliards auprès des Standard Chartered Bank, et puis que les grévistes de l'entreprise sous-traitante de McGill ne veulent pas venir au travail et qu'on a fait venir Razel après Pichini. Non, Olembe devait être prêt depuis 2011 et dans sa première phase et dans sa deuxième phase depuis 2014. Parce que sa première phase, c'était un stade, 60 000 places, assorti d'un terrain d'entraînement, de football et d'athlétisme. La deuxième phase, c'était un complexe avec le campus de l'Institut national de la jeunesse et des sports, un hôtel de dimension internationale et puis une piscine olympique. C'est cela, c'est les questions. Alors, si ma voix, ma modeste voix peut peser, peut avoir une once d'influence, eh bien, je l'utiliserai. Je l'utiliserai pour que les Africains ne soient pas lynchés, pour que les Camerounais ne soient pas mis à l'index, parce qu'ils demandent pourquoi, en 2019, au moment où notre pays, le Cameroun, le pays de ces Mousgoum, le pays de ces Arabes Chouas, le pays de ces Kotoko qui se battent à mort pour un lopin de terre, pour un pâturage, pour faire boire de l'eau à leurs
troupeaux et qui sont 50 000 aujourd'hui répartis, qui sont en train de se déplacer sur notre territoire national et qui sont 30 000 déjà dans notre pays frère voisin du Tchad. Le pays de ces personnes qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui subissent le martyre d'une crise encore non résolue, d'un problème qui plonge ses bases dans l'impensé colonial camerounais et puis surtout notre inaptitude à vivre en tant que frères, frères puisant leurs sources dans l'Afrique ancienne. C'est ce Cameroun-là, c'est dans ce Cameroun-là que le 9 janvier, effectivement, nous allons, pour certains, vibrer. Oui, parce qu'il faut vibrer. Les footballeurs n'en demandent pas tant. Vibrer. Vibrer, oui, au rythme de ces athlètes dont on faisait référence, auxquels certains, sur lesquels certains se sont appuyés pour bâtir leur carrière, qui ont inspiré les générations actuelles. C'est dans ce Cameroun-là que se déroulera ce tournoi où certains danseront, certains conspireront, certains insulteront même d'autres Camerounais en leur disant, vous voyez, notre canne est sucrée, notre canne est de lait, ou vous avez voulu qu'elle ne se déroulât pas, vous avez voulu que notre pays, le pays justement de Paul Biya, n'organisât pas la Coupe d'Afrique des Nations. Non, si on le dit, c'est qu'on n'a rien compris. Le Cameroun ne sera, n'a jamais été la propriété exclusive de personne. Ni d'André Marimbida, premier chef d'État au Cameroun, puisqu'il a été chef d'État d'un État autonome, ni celui d'Amadou Ahidjo, premier président de la République du Cameroun, ni celui de Paul Biya, le deuxième son successeur. Le Cameroun ne sera jamais la propriété exclusive ni d'une personne populaire, ni d'une personne impopulaire, ni d'un président de fédération, ni d'un sous-ministre, ni celui d'un citoyen ordinaire, ni celui du citoyen le plus illustre. Le Cameroun ne sera jamais. Mais il sera notre propriété commune, en indivision. C'est ça. Au-delà de la fiction juridique et du symbole ou de la construction, il y a quelque chose de réel, de palpable. C'est qu'un pays n'appartient à personne. Un pays n'est l'apanage de personne. Un pays n'est l'apanage ni d'un roi, ni d'un monarque, ni d'un prince. Mais le pays, c'est à nous tous. Et c'est à chacune et à chacun de Camerounais de réclamer sa part de contrôle et de redevabilité pour ce qu'on lui dit qu'on fera pour lui, pour ce qu'on lui dit qu'on fera pour nous. Et dans le cas d'espèce, quand on a entendu des chansons Union Tambalon, on a entendu Thomas Konopakoum du célèbre Boilotin, on a vu les Juimantos de Banganté, de la Panthère de Banganté, remporter la Coupe du Cameroun dans l'euphorie. On a vu récemment Bamboutos. On a vu des équipes Camar, PWD, qui vont animer le championnat, Fédéral Club de football. On a vu les équipes des Dragons, les deux Dragons de Yaoundé, le Dragon de Douala. On a vu le Lion Cosmos, qui sont des démembrements à la fois du Canon et du Tonnerre. On a vu le Diamant de Yaoundé. On a vu justement cette émergence du coton sport de Koui de Marois au fil des ans. On a vibré dans notre pays au rythme du football. Mais à côté aussi, on a vu les volleyeurs conquérir le monde, conquérir l'Afrique. Les Yoko, les Montvoisins, les Boven et d'autres. On a vu les basketteurs camerounais également. Aujourd'hui, on a des stars du basket qui viennent de notre pays. Les Moutés et bien d'autres. Dans ce pays-là, on a besoin d'infrastructures. On a besoin que le football ne soit pas suprême, qu'il y ait un équilibre. C'était le sens du deuxième volet du Programme national de développement des infrastructures sportives, le PN10, dont a parlé M. Edouard en 2008. M. Edouard nous a dit dans le deuxième volet, en 2008, le 7 mai 2008, il y aurait un programme qui permettrait que les 360 communes du Cameroun, parce qu'il y en a 360 dans notre pays, soient dotées chacune d'une aire de jeu, d'une aire de sport, d'une aire de développement sportif, parce que le sport, ce n'est pas simplement la compétition, ce n'est pas simplement les trophées, c'est aussi l'épanouissement humain, c'est aussi la santé physique et mentale de l'homme. Eh bien, il y aurait des terrains de basket, des terrains de handball, des terrains de volley, des terrains de tennis sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire les 360 communes du Cameroun. Et le mécanisme, c'était quoi? On demandait aux collectivités locales décentralisées, c'est-à-dire les communes en l'occurrence, puisque les régions n'avaient pas encore été mises en place, de mettre à la disposition de l'État du Cameroun des terrains sécurisés et viabilisés de 2000 m² qui permettraient que l'État, précisément, ayant signé des documents contractuels avec la partie chinoise, dont les financements avaient été négociés par M. Roger Melingui, mandataire pour le compte de l'État, avec sa société civile immobilière d'Afamba, et bien de construire effectivement ces infrastructures-là. Nous sommes en 2021.
Nous sommes en décembre 2021. Monsieur Mosango Véron, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, qui avait demandé des comptes à notre pays en disant, je veux un protocole sanitaire et médical. Je veux que vous me disiez à quel moment aurait la CAF entrerait en disposition, prendrait possession, enfin, tout au moins du stade d'Olembe pour l'organisation, à l'effet de l'organisation à la fois du match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations le 9 janvier, Cameroun-Burkina Faso, et puis également la suite du tournoi sur ces installations. Il y a une réponse, mais c'est le 30 novembre, le délai, on l'a repoussé au 3 décembre et on n'en a plus entendu parler jusqu'à la visite de M. Mosango et puis du président Patrick Motsepe. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas simplement de la communication au sens de stratégie de contact ou de lien circulaire entre un émetteur et un récepteur avec une interaction. On fait du bourrage à la fois médiatique et du bourrage idéologique. Non, non. Il y a des choses qui sont extrêmement simples et pragmatiques. Un stade qui devait être prêt pour sa première phase en 2011 et dans sa deuxième phase en 2014, comment ça se fait qu'en décembre 2021, on en soit encore à des supputations sur la question d'Olembe? Voilà la question et l'unique question. Comment on en est encore à voir le ministre secrétaire général de la présidence de la République, à voir le ministre de la jeunesse, le ministre de l'éducation physique et des sports, à voir encore des délégations et des délégations et des délégations qui arrivent pour un stade qui devait être prêt en 2011 pour sa première phase et en 2014 pour sa deuxième phase. Voilà la seule question. 2014, ça fait 7 ans. 2011, ça fait 11 ans. 2011, ça fait 11 ans et 2014, ça fait 7 ans. Le Cameroun était entitled, donc appelé à organiser une Coupe d'Afrique en 2016. Le Cameroun était appelé à organiser une Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Et avec les communiqués successifs, ce qu'on a vu, on a vu M. Eto'o Samuel, nouveau président de la Fédération africaine de football, aux côtés de M. Ahmad Ahmad, en audience avec le président de la République, pour rassurer les Camerounais, pour dire aux Camerounais que oui, ça y est, c'est fin prêt, etc. Et par la suite, la vérité éclatante de la non-livraison de ces infrastructures a sonné, a frappé, a déçu beaucoup, mais elle a été une chose navrante, pour utiliser une expression simple et comprise de tous. C'est-à-dire qu'en 2019, nous n'étions pas encore en mesure, dans ce joyau d'Olembe, d'organiser dans les temps la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la réalité. C'est la stricte réalité. C'est la stricte réalité. C'est la stricte vérité. Non pas une vérité unique qui serait détenue par des personnes qui seraient à la fois plus informées ou plus éclairées que les autres. Non. Ou par des illuminés, qu'ils soient des intellectuels, ou qu'ils soient des activistes, ou qu'ils soient, que sais-je encore, dans la sphère médiatique ou des personnes publiques. Non. La question est de savoir pourquoi dans notre pays, on dit une chose, on énonce une chose, on ne rend pas compte au peuple. On dit une chose, on énonce une chose, et quand le peuple qui, dans un contexte démocratique, qui est affirmé, qui est proclamé par le président de la République, par le gouvernement, par les ambassadeurs, etc., quand on en vient à demander des comptes, on est mis à l'index. Quand on vient à demander des comptes, on est honni. Quand on vient à demander des comptes, on vous demande si vous iriez encore au Cameroun, dans votre pays, le pays de vos ancêtres. Voilà notre réalité. Les questions qu'on ne pose pas, les questions qu'on met sous le boisseau pour des youyou, pour des applaudissements, pour des images populistes, des questions qu'on met sous le boisseau, sous l'éteignoir pour la gloire des princes, des questions qu'on met sous le boisseau pour tout simplement dire que les autres ont tort et ceux qui sont les patriotes affirmés, proclamés ont raison. Voilà notre réalité camerounaise. Cette réalité qu'il faut exorciser. Cette réalité qu'il faudrait que chacune et chacun d'entre vous, ceux qui me font le monde de ce temps d'écoute, puissent à la fois s'en saisir. Parce que notre pays ne sera pas sorti de l'auberge par du populisme.
Au sens, évidemment, l'expression populiste, elle a été dévoyée de son sens, puisque à la base, c'est une réflexion qui a à la fois émergé dans la science politique, la sociologie politique depuis environ 50 ans. Le populisme, dans les milieux socialistes, était une sorte de prise en compte à la fois des aspirations populaires, de traduction en termes de politique publique pour l'épanouissement justement des populations et du peuple. Le populisme a connu un glissement sémantique comme les glissements dans d'autres domaines, glissement sémantique vers justement cette façon directe d'être en connexion avec les peuples en utilisant effectivement à la fois ces médias sociaux ou les médias pour utiliser un langage qui soit souvent dénué, et je suis au regret de le dire, un langage qui soit souvent dénué de consistance structurelle. Je suis au regret de le dire, mais je dois le dire. Parce que demain, on nous fera le procès de ne pas l'avoir dit. Et le populisme ici, c'est quoi? L'une de ces traductions, son symptôme le plus essentiel, c'est l'incapacité à convoquer à la fois, non pas simplement l'histoire, mais la mémoire, pour dire que ce qui a été dit n'a pas été fait. Ce qui a été fait n'a pas été suffisamment dit. Et que dans le cas d'espèce, les lieux indomptables à qui je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, comme en 2000, comme en 2002, comme en 84, comme en 88, comme en 2017, la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Et que si les Lions indomptables ne remportent pas ce magnifique trophée, que ce soit la meilleure équipe africaine, celle qui, dans les prochains mois, dans les prochaines années, pourra remporter des trophées mondiaux et internationaux pour notre continent, l'Afrique, mon continent africain du Cameroun que je suis. Eh bien, en souhaitant justement la bonne chance à nos lieux indomptables, en souhaitant la bonne appétit à ceux qui croqueront, à ceux qui suceront cette canne sucrée, à ceux qui dégusteront cette canne de lait, et bien évidemment, je fais partie des Africains et des Camerounais vigies. Je fais partie des Africains et des Camerounais sentinelles. Je fais partie des Camerounais et des Africains qui seront à la fois sur le rebord du trottoir, sur le rebord des stades, sur l'arrière des gradins pour à la fois interroger après avoir applaudi, pour à la fois réfléchir après avoir poussé des youyous, pour à la fois structurer après avoir trépigné, après avoir vibré, après avoir vu ses sueurs, après avoir vu ses étreintes, le Camerounais qui s'étreigne le temps d'une victoire de football et qui, le lendemain, perd parfois la mémoire. Oui, mes chers frères, le langage de la vérité. C'est pour ça que sur les terres de Kodositonie, en pays veleux ou dans le pays écan, il y a ce qu'on appelle le silaou. C'est souvent après la mort. On s'interroge dans cette société africaine sur les causes. Parce que le silaou, je le rapporte à la question qui a toujours traversé les sociétés africaines, c'est de comprendre les causes. Les causes de ce qui s'est passé. Quand on dit à un défunt, Ninikwori, que ce soit chez les Bamoun, ou à la Boam, en prenant le chemin, le Géa Oumse, le chemin du repos chez les Douala, quand on le dit, c'est qu'on a une réflexion profonde, on a une réflexion ancrée, on a une réflexion qui se pose sur les causes, en souhaitant, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chemin du repos à un défunt. On s'interroge. Et ce sens de l'interrogation, ce sens structurel est le mien. Ce sens structurel que j'ai rappelé dans l'ensemble des aires culturelles africaines et camerounaises que j'ai évoquées tout à l'heure est le mien. Et je l'applique comme comme le faisaient à Napata, à Kerma, à Memphis, nos ancêtres à la fois de l'Égypte et du Soudan antique, à ce qu'on appelle l'un et les multiples. La capacité à avoir quelque chose de global, de structurant, d'enveloppant, mais à avoir aussi ces différentes traductions. Ces différentes traductions, que ce soit dans le domaine du patriotisme, les traductions du patriotisme ne sont pas univoques. On n'aime pas son père, sa mère, on n'aime pas sa patrie de la même manière, mais on peut l'aimer de manière convergente. On n'aime pas le Cameroun, notre pays, de manière univoque. Le Cameroun n'est pas un uniforme de la pensée.
Le Cameroun n'est pas une tenue comme ça, militaire, où on est au garde à vous, caporalisé comme ça. Non, le Cameroun s'aime de plusieurs manières. Il y a des Camerounais qui ne veulent pas simplement s'arrêter au yoyo. Il y a des Camerounais qui ne veulent pas simplement s'arrêter au oyé. Des Camerounais qui ne veulent pas s'arrêter aux applaudissements, à l'applaudimètre comme à l'Assemblée nationale. Je fais partie de ces Camerounais-là. Et c'est pour cette raison que cet après-midi, j'ai pris 1 heure de votre temps pour être aux côtés de ceux qui à la fois interrogent, peuvent avoir un propos critique, mais aussi de ceux qui peuvent s'exalter, ceux qui peuvent vibrer. Et cela, il ne faut pas que ceux qui vibrent soient les bourreaux de ceux qui s'interrogent, de ceux qui demandent des comptes depuis longtemps de façon légitime. Nous savons Ben Abignon, que la paix soit avec vous et surtout que nous puissions accompagner notre cher Codocitonie avec l'honneur, avec le respect qu'il mérite. Je rappelle que la Maison des Camerounais de France accueillera à partir de demain, jeudi 23 décembre, une exposition pour une semaine jusqu'au 30 décembre consacrée tout au moins à Codocitonie. Et elle sera ouverte de 10h30 tous les jours à l'exception du mercredi de 10h30 à 19h, 10h30 à 19h. Les métros pour accéder à la Maison des Camerounais de France au 8 rue Bachelet à Paris, dans le 18e à Paris, c'est le métro Lamarck-Colincourt sur la ligne 12, c'est le métro Châteauroux sur la ligne 4 et c'est le métro Jules Geoffrin sur la ligne 4. Une fois encore, Moussangomben Abignon, que la paix soit avec vous.